Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans une minute et une poignée de secondes maintenant, direction l'Elysée pour les vœux du président de la République. En attendant, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le dernier Conseil des ministres de l'année marqué par une note d'optimisme sur le front du chômage, moins 0,2% en novembre, 4600 chômeurs de moins. Un réveillon dans le froid et même la neige et le verglas sur une moitié du pays. Météo France lance un avis d'alerte pour 48 départements et conseille d'éviter les déplacements demain matin. L'arrivée de 2004 est fêtée sous surveillance étroite. La mobilisation antiterroriste atteint un niveau sans précédent. 6000 policiers à Paris, des tireurs d'élite sur les toits à New York. 3 nouveaux cas de légionellose recensés dans le Pas-de-Calais. Les 3 personnes ont été hospitalisées. Sur place à Hénin-Beaumont, la mairie fait du porte-à-porte pour donner des consignes de précaution. Enfin, un peu de réconfort dans le chaos. 5 survivants ont été tirés des ruines ces dernières 24 heures en Iran, dont un nourrisson de 4 mois. Et juste avant d'aller à l'Elysée, ces premières images de 2004. Et oui, la nouvelle année a déjà commencé pour une partie de la planète. Ici à Sydney, par exemple, première métropole à tourner la page du calendrier. 1 million de personnes autour du port pour admirer ce feu d'artifice et des centaines de bateaux illuminés dans la baie. Tokyo, Hong Kong, l'Indonésie, les Philippines et beaucoup d'autres ont suivi. On y reviendra tout à l'heure dans un instant. D'abord la France et les vœux du président de la République Jacques Chirac. Nous allons aller. Mes chers compatriotes, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous souhaiter chaleureusement une bonne et heureuse année 2004. Beaucoup d'entre vous sont réunis pour le réveillon et partagent la joie de se retrouver. D'autres sont seuls, malades ou dans la peine. Et mes pensées les plus fraternelles vont vers eux. Et je veux leur dire, du fond du cœur, mes vœux d'espérance et de solidarité. Mes pensées vont également vers toutes celles et tous ceux qui, chez nous, cette année, ont été cruellement touchés par les incendies et par les inondations. Et comment ne pas penser aussi à ces drames au-delà de nos frontières, et en particulier au tragique tremblement de terre en Iran, pour lequel nos équipes médicales et de secours sont à pied d'œuvre. 2003 fut marqué dans le monde par l'instabilité, les tensions et les crises. La guerre en Irak, le terrorisme, les attentats et les violences au Proche-Orient, les troubles en Côte d'Ivoire. Partout, la France a assumé fortement et clairement ses responsabilités pour la paix et pour le respect du droit. Elle continuera à agir en ce sens. De même, au-delà des difficultés qui ont toujours émaillé la construction européenne, mais qui ne l'ont jamais arrêtée, la France continuera à porter une grande ambition pour une Europe au service de tous les citoyens. Aujourd'hui, nous devons relever un défi sans précédent, doter notre Europe élargie d'une règle commune. La France, avec l'Allemagne et avec nos autres partenaires, entend se situer aux avant-postes de ce grand projet. Au terme de cette année, comme vous, je n'oublie naturellement pas l'épreuve si douloureuse de la canicule, le formidable dévouement de toutes celles et de tous ceux qui se sont mobilisés, mais aussi les défaillances de nos systèmes de prévention et d'alerte qui ont conduit le gouvernement à engager les réformes indispensables. L'année qui s'achève a été une année importante pour la France. L'insécurité progressait, elle recule, y compris sur nos routes. Les retraites étaient menacées, elles ont été sauvegardées. Nos impôts, nos charges étaient parmi les plus élevés du monde. Ils ont commencé à baisser. Les dépenses de l'État galopaient, elles sont stabilisées.
les 35 heures freinaient l'activité, elles ont été assouplies. Et tout cela n'a été possible que grâce à vous toutes et à vous tous. Vos efforts permettent aujourd'hui le retour de la croissance. Et tout l'enjeu de l'année 2004 est de tirer le meilleur parti de cette croissance avec une priorité, l'emploi. L'objectif, c'est de remettre sur les voies de l'activité les Françaises et les Français, et notamment les jeunes, que le système laissait jusqu'à présent sur le bord de la route. L'objectif, c'est de donner aux salariés de nouveaux atouts pour l'emploi. L'objectif, c'est de donner à la France les moyens de la puissance économique, car c'est la condition même du progrès social. Ces objectifs peuvent être, ils doivent être conciliés dans une économie moderne. Beaucoup a déjà été fait par le gouvernement. Mais pour passer à la vitesse supérieure, nous avons besoin de nouveaux moyens d'action. J'ai demandé au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin d'ouvrir, dès le début de l'année, les concertations avec les partenaires sociaux en vue de faire voter par le Parlement une grande loi de mobilisation pour l'emploi. Se mobiliser pour l'emploi, c'est permettre aux entreprises de donner leur pleine mesure, car ne l'oublions jamais, ce sont d'abord les entreprises qui font l'emploi. C'est pourquoi de nouvelles décisions seront prises pour alléger les procédures inutiles et les charges excessives qui entravent leur dynamisme et qui suscitent, chez trop d'entre elles, une sorte de réticence à embaucher. Se mobiliser pour l'emploi, c'est relancer nos efforts de recherche, mais aussi d'équipement et d'infrastructures indispensables à une puissance économique durable. C'est aussi poursuivre notre politique de création d'entreprises et de défense de notre industrie. Se mobiliser pour l'emploi, c'est donner aux Françaises et aux Français de nouveaux atouts. Pour cela, ouvrons un droit à la formation et à la seconde chance pour les salariés sortis prématurément du système scolaire. Renforçons la prévention des licenciements et des plans sociaux. Instaurons de nouveaux droits au reclassement pour les salariés des petites et moyennes entreprises. Modernisons notre service public de l'emploi. Se mobiliser pour l'emploi, c'est répondre aux difficultés d'entrée dans la vie active des jeunes de 16 à 24 ans, en créant pour eux un véritable droit à l'activité, à la formation ou à l'emploi. Aucun jeune ne doit être laissé sans solution ou sans accompagnement. Enfin, donner la priorité à l'emploi, c'est bousculer les conservatismes pour parvenir à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, car nous en sommes encore, hélas, bien loin aujourd'hui. L'exigence d'action et de justice devra nous guider aussi dans la conduite de deux autres priorités pour la nation, la cohésion sociale et l'école. Dans 6 mois, en faisant appel à la responsabilité de tous, notre assurance maladie, aujourd'hui en péril, aura été consolidée. Nous poursuivrons la modernisation de notre système de santé et notamment de nos hôpitaux. Le gouvernement apportera aussi une nouvelle pierre à notre édifice social en créant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, car nous avons le devoir de mieux aider les personnes handicapées et les personnes âgées dépendantes. Nous devons également reconnaître à chacun sa place, briser les ghettos, tendre la main à toutes celles et à tous ceux qui se sentent à l'écart en raison de leur situation sociale ou de leurs origines. Nous devons redonner tout son sens à une laïcité ouverte, généreuse et porteuse d'harmonie entre tous les Français. Nous devons enfin réaffirmer la valeur fondamentale de l'égalité des chances qui passe d'abord par l'école
un grand débat national sur l'éducation a été lancé, c'est le moment pour vous de dire quelle école vous souhaitez pour l'avenir de vos enfants. Dans un an, l'école aura sa loi d'orientation. Si nous savons nous rassembler autour de ces priorités, alors rien ne nous sera impossible. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, grâce à vous, grâce à votre engagement, grâce à votre esprit de responsabilité, l'horizon s'éclaircit. Notre pays est désormais sur le bon chemin, uni autour des valeurs qui font la France et dont nous sommes fiers. Nous allons ensemble rendre notre nation plus puissante, plus solidaire, plus juste. Du fond du cœur, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et une heureuse année 2004. Vive la République et vive la France. Voilà pour ces vœux consacrés pour beaucoup, vous l'avez entendu, à la situation de l'emploi, avec notamment l'annonce d'une loi de mobilisation. On va y revenir d'ailleurs dans un instant avec les chiffres du chômage. Auparavant, Jacques Chirac avait présidé aujourd'hui le dernier Conseil des ministres de l'année. Certains avaient dénoncé la vacance du pouvoir l'été dernier au moment de la canicule. Du coup, les congés ont été raccourcis cet hiver. Reportage Hélène Hugues, Émilie Lançon. Comme un mercredi ordinaire, le balai des limousines devant l'Élysée. Avant même la nouvelle année, les ministres ont repris du service, vacances écourtées sans sourciller. Monsieur Ferry, c'est étrange, un conseil des ministres le 31 décembre, non? Ça fait du bien. Pas question d'être absent, comme cet été au plus fort de la canicule. Trêve des confiseurs ou pas, le gouvernement veut montrer qu'il est au travail. Pas de petites phrases choc préparées pour la nouvelle année. Merci. Tout au plus, la formule rituelle. Bonne année à tous. Une bonne année pour vous tous. Bonne année à vous tous. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2004? À qui? À vous? Beaucoup de bonheur. Les plus loquaces se félicitent de la baisse du chômage. Écoutez, on a déjà quelques résultats. On espère en avoir encore davantage. Mais notre front, c'est l'emploi. Mais il y a aussi les sujets qui fâchent, comme les rumeurs de démission de Pierre Bédier. Menacé d'une convocation par la justice, le secrétaire d'État ne fait pas de commentaires. Est-ce que vous resterez au gouvernement en 2004? Vous avez le droit de faire des souhaits. Les ministres reviendront sans tarder à l'Élysée. Dès lundi commence le marathon des vœux présidentiels. Voilà, on l'a entendu, l'année se termine donc sur une note optimiste en matière d'emploi. Le chômage a baissé de 0,2% en novembre, encourageant mais fragile après plus de 2 années de hausse quasi continue. Séverine Lebrun. Le chômage a diminué au mois de novembre de 0,2%. Il y a 4600 demandeurs d'emploi en moins ce mois-ci. Une embellie qui profite aux jeunes, moins 0,7% de chômeurs dans la catégorie des moins de 25 ans. A l'inverse, les plus de 50 ans voient leur taux de chômage augmenter de 0,2%. Les femmes sont les plus touchées. Les inscriptions à la NPE ont diminué. Il y a moins d'entrées liées à des licenciements économiques, des fins de contrats à durée déterminée ou de missions d'intérim. Le ministre des Affaires sociales, François Fillon, prédit déjà pour 2004 la poursuite de cette tendance. On va continuer pour faire en sorte que chaque chômeur se voit proposer une solution. Un emploi, une formation ou un contrat aidé. Sur l'année 2003, le taux de chômage a augmenté de 6,2%. La France reste encore à la traîne dans l'Union européenne. 2 autres informations économiques aujourd'hui. L'euro finit 2003 sur un nouveau record, 1,26 $. Et puis la bourse, le principal indice du marché, le CAC 40, a gagné 0,8% aujourd'hui et donc 16% sur l'ensemble de l'année, première année positive depuis 1999. Je vous le disais en titre, il faut se préparer à un réveillon froid et neigeux sur la plus grande partie du pays. Météo France a lancé un bulletin d'alerte et conseille même de limiter les déplacements. Prudence recommandée donc aux noctambules. Paul de Genève. La neige, l'invité du dernier jour de l'année. Tout d'abord, en abondance dans les Pyrénées. Les routes d'Andorre sont restées fermées une partie de la journée. Ces automobilistes ont dû patienter de longues heures avant de reprendre leur chemin. Près de Clermont-Ferrand, ce matin, les engins de salage et de déneigement ont sillonné les autoroutes. Quelques flocons avaient blanchi la campagne durant la nuit. Ces engins seront ce soir de nouveau en alerte. Météo France a en effet émis un bulletin de vigilance orange.
48 départements sont concernés. Les premiers flocons toucheront la Normandie au cours de la nuit. 3 à 5 cm de neige sont attendus en plaine. À Paris, en Ile-de-France, le plan neige et verglas a été déclenché. La préfecture appelle donc à la plus grande vigilance sur les routes. Il est conseillé aux automobilistes de prévoir un équipement minimum, boissons chaudes et couverture s'ils restaient bloqués, et de faciliter le passage des engins de salage. Il est surtout préférable de laisser sa voiture au garage et de privilégier les transports en commun. Prudence donc, la neige devrait tomber toute la première journée de 2004. Beaucoup de précautions aussi dans les grandes villes contre les risques d'attentats. Le plan Vigipirate avait déjà été renforcé début décembre. On retrouve Stéphane Breitner aux abords des Champs-Élysées à Paris. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ce sont des mesures de sécurité sans précédent qui sont en place ce soir. Bien écoutez, c'est un dispositif à la mesure de la foule qui est attendue ici dans le secteur des Champs-Élysées. L'année dernière, ils étaient à peu près 1 million à fêter le passage de la Saint-Sylvestre et ils seront au moins aussi nombreux ce soir. Alors évidemment, un dispositif que la préfecture de police et les autorités ont mis en place. Il y aura 4500 policiers et gendarmes, environ 1500 pompiers qui seront mobilisés toute cette nuit dans la capitale. Et puis une mobilisation donc importante à Paris, mais également dans les autres grandes villes de province comme Marseille et Lyon, où des centaines de policiers seront chargés de la sécurité de tous ceux qui vont passer la nuit de la Saint-Sylvestre dehors. Sécurité donc, mais également prévention et vigilance, puisque vous le savez, depuis une dizaine de jours, il y a des menaces d'attentats dans le monde et en France qui sont montées d'un cran. Le plan Vigipirate est donc bien évidemment toujours en vigueur. Nous sommes en alerte orange et les contrôles seront renforcés dans les gares et les aéroports cette nuit. Mais bien évidemment, toutes ces mesures de sécurité ne doivent pas faire oublier l'essentiel, parce qu'ici, comme partout ailleurs, on s'apprête d'abord et avant tout à faire la fête ce soir. Eh bien, bonne soirée à vous Stéphane. Merci pour ces précisions. Aux États-Unis également, la surveillance et la mobilisation antiterroriste ont été portées à un niveau jamais atteint, même au lendemain du 11 septembre 2001. Ici, à Times Square, à New York, l'équivalent des Champs-Élysées, il faut se présenter plusieurs heures à l'avance, passer par des détecteurs de métaux. L'insouciance des années 90 semble bien loin. Les plaques d'égout ont été scellées, des tireurs d'élite postés sur les toits. New York, qui comme plusieurs autres grandes villes, Chicago, Washington, Las Vegas, a fermé son espace aérien jusqu'à demain matin. Les ingénieurs sont d'ailleurs en train de travailler sur un projet de cloche électronique qui fermerait l'accès aux avions. Laurence Deleur. Le Capitole, des grandes villes comme San Francisco, une centrale nucléaire ou encore le Pentagone, autant de sites sensibles que les Américains veulent à tout prix protéger d'attaques terroristes. Les ingénieurs de l'université de Berkeley en Californie ont peut-être trouvé la solution. Leur idée, utiliser un système GPS pour empêcher les avions d'entrer dans un espace aérien interdit. Cet avion, par exemple, s'approche d'une zone sensible, un lieu dont la localisation a été programmée dans un ordinateur placé dans l'appareil. Grâce au GPS, l'ordinateur suit la trajectoire de l'avion et prend les commandes pour le détourner en cas d'urgence. Si le pilote essaie par exemple de faire demi-tour et de se diriger vers la zone interdite de vol, le système empêchera l'avion d'y aller. Reste à valider ce projet. Un test a été déjà mené en montagne. À l'approche du sommet, l'ordinateur avertit du danger. Attention au relief. Attention au relief. Puis il modifie la trajectoire de l'appareil. L'avion est en train de prendre de l'altitude et de s'éloigner du relief, vers la gauche. Et ce n'est pas moi qui pilote. L'ordinateur est désormais seul maître à bord. Aucune personne présente dans l'avion ne peut désactiver le système. Et à noter qu'après la Grande-Bretagne ou la France, l'Allemagne accepte elle aussi de placer des hommes armés dans certains vols transatlantiques. La sécurité encore, on évoquait hier cette série de lettres piégées envoyées à des personnalités européennes. Eh bien, le parquet de Bologne a ordonné aujourd'hui de bloquer tous les colis adressés aux institutions de l'Union. C'est de cette ville de Bologne que sont partis tous les courriers incriminés. Les suites du tremblement de terre en Iran, avec un peu de réconfort dans les ruines. En l'espace de 24 heures, 5 miraculés ont été tirés des décombres, dont un nourrisson de 4 mois et une fillette de 12 ans. Et puis l'hôpital de campagne monté par la sécurité civile a vu la naissance de 2 petits garçons mis au monde par césarienne. Les mamans se portent bien. Quelques moments de joie, mais pour des dizaines de milliers de rescapés, l'année 2004 commence avec des préoccupations très simples: se loger, se chauffer, se nourrir. Envoyés spéciaux Claude Sampère, Patrice Acheret. Ils viennent de passer leur 5e nuit dehors, près des décombres de leur maison. La nuit ici, il fait parfois moins 5 degrés. Moussé nous explique qu'il a perdu sa femme et ses 3 enfants et il ne sait pas où aller.
Sa sœur, elle, souhaiterait pouvoir un jour revivre ici à Bam. Dans la ville sinistrée, des milliers de sans-abri vivent encore dans les rues et se débrouillent comme ils peuvent. Malia est seule avec ses 2 enfants, son mari est mort, et elle non plus ne sait pas où elle vivra demain. Les réfugiés qui ont les moyens préfèrent s'enfuir. Pour les autres, on construit à la hâte des villages de tentes. Selon les chiffres officiels, il y aurait près de 70 000 sans-abri dans la région de Bam. La plupart des habitants que l'on a rencontrés aujourd'hui nous ont tous affirmé qu'ils souhaitaient vivre à nouveau à Bam et que leur ville soit reconstruite. En 1990, l'Iran avait déjà connu un terrible tremblement de terre. Et en 1991, une nouvelle loi avait été votée imposant des normes antisismiques très strictes pour les bâtiments. Une loi qui visiblement n'a jamais été respectée ici. Aujourd'hui, les habitants de Bam espèrent tout simplement que pour la future nouvelle ville, on fasse un peu plus attention. L'Irak maintenant, on l'a appris il y a 1 heure à peine, un attentat s'est produit en plein cœur de Bagdad. C'est une voiture piégée qui a explosé dans une rue commerçante. Il y aurait au moins 4 morts. Jacques Cardoz. L'explosion s'est produite dans une rue commerçante dans le quartier de Karada, en plein centre de Bagdad. C'est le restaurant Nabil qui a été touché. Fréquenté par la presse internationale, par des diplomates, cet établissement est bien connu des étrangers. 30 convives au moins s'apprêtaient à fêter la nouvelle année. Ce probable attentat suicide a provoqué la mort de 5 à 6 personnes. À l'extérieur, des blessés en sang hagards errent autour des lieux de l'attentat. Aussitôt, plusieurs véhicules se sont embrasés. Sirènes hurlantes, des ambulances ont été dépêchées sur les lieux et les forces de sécurité ont renforcé leur patrouille. Selon divers témoignages, il pourrait s'agir d'un attentat à la voiture piégée ou bien commis par un kamikaze. Autre image d'Irak, ces frictions interethniques à Kirkouk. Des manifestants arabes et turcomans ont défilé contre le rattachement de cette ville pétrolière du Nord aux provinces kurdes. Et le rassemblement a dégénéré. Les combattants kurdes ont ouvert le feu. Il y a 5 morts et 20 blessés. En France, l'épidémie de légionellose a encore progressé dans le Pas-de-Calais. 3 nouveaux cas recensés. Il s'agit de 2 hommes de 80 et 81 ans et d'une femme de 69 ans. Des experts du ministère de la Santé sont maintenant sur place. Les élus locaux, eux, veulent éviter la psychose. Reportage Frédéric Vion, Patrick Würstorn. Ça n'est pas tout à fait une psychose, mais c'est tout de même l'inquiétude. Hénin-Beaumont, 27 000 habitants, est au cœur de la zone touchée par la légionellose depuis la fin du mois de novembre. Dans la commune, pas moins de 6 personnes ont contracté la maladie et l'une d'elles, une femme de 69 ans, est décédée dimanche dernier. Bah oui, monsieur, elle a mon âge. Alors on y pense aussi, j'ai 69 ans. Ça vous inquiète tout de même? Un petit peu, oui. Tout le monde a peur, qu'est-ce que vous voulez? Surtout quand on vieillit. Le maire d'Hénin-Beaumont, lui, serait plutôt en colère. Depuis ce matin, à la demande de la préfecture, il distribue une notice d'information sur la maladie et il s'efforce de rassurer ses administrés. Mais il n'a été informé officiellement par les services de l'État que lundi dernier, plusieurs semaines après les premiers cas. J'en appelle à la solidarité nationale. Aujourd'hui, je viens d'apprendre par un communiqué commun du ministère de l'écologie et du ministère de la Santé que des moyens supplémentaires vont être apportés, donc tant mieux. Mais il y a urgence. Il y a urgence et cela dure depuis 1 mois. Parmi les mécontents, il y a aussi les malades, bien sûr. Voilà, là c'est la légio. Voilà, ça. Richard Polomski, lui, a passé 1 semaine à l'hôpital. Il est maintenant tiré d'affaire, mais il ne compte pas en rester là. C'est pas logique, donc il y a une plainte qui doit être déposée pour pouvoir rechercher encore plus, essayer de trouver le pourquoi, le comment. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai pas envie que la légioménose, ces petites taches qui sont sur la radio, m'handicapent et m'enlèvent 10 ans de ma vie. À la mairie de Hénin-Beaumont, une permanence téléphonique a été ouverte pour rassurer les habitants ou pour les orienter, le cas échéant, vers un médecin. La santé encore, vous avez maudit la grippe, eh bien vous détesterez la gastro-entérite. Le seuil épidémique a été franchi dans 4 régions déjà, la Haute-Normandie, l'Aquitaine, l'Auvergne et l'Alsace. 40% des cas recensés en moins de 20 ans. L'an dernier, 2 millions de personnes avaient été touchées. À Marseille, une fillette de 8 ans s'est enfuie de son appartement situé au 8e étage en passant au-dessus du vide entre 2 balcons. Elle était régulièrement frappée par ses parents adoptifs. Ils ont été placés en garde à vue. Francis Mazoyer, Michel Comin sur place. La peur du vide. Sarah la surmonte lundi soir. Voilà comment cette fillette de 8 ans fuit des parents adoptifs qui la maltraitent depuis plusieurs mois.
Elle se réfugie chez son voisin qui témoigne. La petite fille serait apparemment passée par l'extérieur du balcon, aurait fait toute la longueur du balcon de chez elle, pour ensuite renjomber la barrière pour se retrouver sur mon balcon. Et on aurait, moi quand je suis rentré, je l'ai trouvée allongée dans le noir sur ma banquette là. L'enfant est ensanglantée, elle a probablement été frappée. Elle avait pas mal de sang qui avait coulé sur son visage et même sur son torse. Et le sang avait coagulé, donc je veux dire, on l'avait laissé comme ça, quoi. Ce soir-là, Sarah a été attachée au WC de son appartement, mais elle est parvenue à se libérer de ce calvaire. Dans la cité Valmante, dans les quartiers sud de Marseille, c'est l'incompréhension. On ne fait pas des choses comme ça à un enfant, quoi, je veux dire. Ni un adulte, mais surtout un enfant, quoi, je veux dire. La mère est vite passée aux aveux. Après son adoption il y a 2 ans au Maroc, cette fillette a été régulièrement frappée, ligotée, brûlée par des mégots de cigarettes. Des actes de barbarie, selon le parquet. Une violence de la part de la mère assez inhabituelle et d'après les constatations assez répétées, de sorte que ça nous paraît, sur la durée, sur un enfant de très jeune âge, avec des blessures relativement graves, constituer des actes de torture et barbarie. Le père risque 5 ans d'emprisonnement pour non-assistance à personne en danger. La mère encourt une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle. On revient maintenant à cette soirée très particulière, à ces célébrations du passage à l'année 2004. Après Sydney, on l'a vu tout à l'heure, le Japon est entré dans la nouvelle année en milieu d'après-midi. La foule était réunie devant le plus grand temple de Tokyo et suivant la tradition bouddhiste, les moines ont frappé 108 coups sur cette cloche géante. Et puis image de Chine avec un joli compte à rebours scandé par des milliers de personnes à Pékin avec feux d'artifice et spectacle. En France, on a parlé des questions de sécurité, des prévisions météo, mais c'est aussi une soirée très spéciale pour les centraux téléphoniques. En quelques heures, ce sont en effet des dizaines de millions d'appels ou de SMS qui sont échangés. Comment éviter le bug? Dans les coulisses de la grande machine, François Baudonnet et Édouard Perrin. Au 4e top, il sera... Minuit, ce soir, pendant que les Français feront la fête, chez les opérateurs de téléphonie, au contraire, ce sera cellule de crise et surveillance des réseaux. C'est à partir de cette salle que ce soir, nous superviserons tout le trafic national afin que cette pointe de trafic du 1er janvier soit le mieux gérée. Car à minuit pile, le nombre d'appels explose littéralement. 3,5 millions sont attendus ce soir sur le téléphone fixe, ce qui pourrait bien donner ceci. En raison d'un grand nombre d'appels, votre demande ne peut aboutir. On peut rencontrer de l'encombrement, mais les appels sont courts pour présenter ses vœux, donc au bout de 2 ou 3 essais, on arrive à passer assez facilement. Plus encore qu'avec le téléphone fixe, la bonne année se souhaitera depuis le mobile. Cette nuit, SFR, Bouygues et Orange vont devoir acheminer 40 millions d'appels de portables. Mais c'est surtout du bout du pouce que les vœux 2004 vont s'échanger. 70 millions de petits messages écrits, les SMS, devraient déferler sur les réseaux. Un succès qui déjà l'an dernier avait saturé le système. Cette année, les opérateurs le promettent, tout ira mieux et de toute façon, plus vite qu'à l'époque du télégramme. Je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alors, 3 fois je t'aime. Oui. Voilà, il y a la haute technologie et puis il y a la cuisine et l'alchimie d'une soirée réussie. Voyez ces 3 sœurs dans l'Essonne, elles ont réuni les cousins, les parents, les enfants et aussi quelques amis. 60 personnes tout de même, Laetitia Fouque, Gwenaëlle Le Gouil. Plus que quelques heures avant l'arrivée des invités et rien n'est prêt pour faire le punch. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors ça c'est les derniers achats pour la soirée. On s'est dit qu'un petit punch ça pouvait être pas mal en plus. Maintenant, les préparatifs peuvent vraiment commencer. On ne sait pas trop combien on sera, mais c'est pas grave. À peu près on va dire une soixantaine. Et pour une 60aine d'invités, il faut beaucoup de place et de l'organisation. Heureusement, quelques amis et cousins sont venus donner un coup de main à Juliette, Damien et Alban, les 3 frères et sœurs organisateurs. Je sais même pas si c'est des nappes d'ailleurs. Tous les ans, la fête se passe ici. Donc on retrouve un peu toujours les mêmes personnes, tous les réveillons ici, quoi. Puis bon, on a quand même un bon groupe, donc on a un bon groupe et les parents sont considérés aussi, ouais. Pour l'occasion, les parents sont même partis au ski. Ils ne verront donc pas leur cours se transformer en bar. Alors là, on va cacher les bouteilles d'alcool du papa. Il va pas être très content si on lui pique. On a demandé à chacun d'amener quelque chose.
On a hésité à faire payer les gens à l'entrée pour répartir les charges et tout faire nous-mêmes, mais finalement, ça c'est bien que tout le monde mette un peu la main à la pâte. Enfin, la petite touche finale. Faire une ambiance globale plutôt chaleureuse, et histoire que tout le monde se sente un petit peu rapproché. Après cet après-midi bien rempli, tout est prêt. Reste l'essentiel, s'habiller et faire la fête. Voilà, il ne s'agit pas d'aller dormir. Si vous aussi vous avez choisi de rester chez vous ou d'aller chez des amis ou dans la famille, vous vous demandez peut-être ce qu'est une soirée de la Saint-Sylvestre chez un grand chef. Eh bien voici le menu au Clos des Cimes à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, 2 étoiles au Michelin. Reportage Didier Guyot, Thierry Simonet. C'est un perdreau qui est farci avec une farce à base de foie du perdreau. Il y a un petit peu de foie de volaille aussi. Les parfums sont dans le pigeon, avec la cannelle, le cumin, épinards, foie, c'est tout. Volaille farcie aux 1000 saveurs, mosaïque de langoustine, chartreuse de Saint-Jacques ou encore riz de veau. Chez Régis Marcon, les plats du réveillon s'annoncent comme autant d'œuvres d'art à déguster. Alors ça c'est important, vous voyez. On va présenter l'assiette comme ça, avec la petite cloche en chou sur le dessus. C'est sous le regard de son équipe que Régis Marcon présente les quelques 10 plats prévus ce soir. Il y en a de temps en temps qui ont essayé de me dire « Qu'est-ce que tu vas nous préparer ?» C'est la surprise. Alors vraiment, on est dans un climat de confiance qui est propice pour nous à préparer les plus belles choses qu'on peut faire. 60 clients qui ont réservé depuis longtemps auront le privilège de participer à ce festin. Durant 3 jours, le chef et sa troupe auront préparé, goûté, regoûté les plats pour leur plus grand plaisir. On prépare un maximum dans la présentation, dans la finesse. On essaye de faire encore mieux que d'habitude en fait. Kiwi, coulis potimarron, coulis ananas et coulis mangue. Finesse, harmonie et subtil équilibre, c'est ce qui caractérise également tout ce foisonnement de desserts. Plaisir des yeux et plaisir du palais. Et c'est en fredonnant Barbara que Régis Marcon s'apprête à accueillir ses hôtes. Nous sommes à 1100 mètres, dehors il fait moins 10 degrés, mais à l'intérieur c'est une cuisine plus que chaleureuse qui les attend. Et voici maintenant un réveillon vraiment particulier, celui du navigateur Jean-Luc Vandened au milieu des montagnes d'eau, tout près de l'Antarctique. Il vient de passer le Cap Horn, il est engagé dans une tentative de record du Tour du Monde en solitaire et il est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-Luc Vandened. D'abord, on va regarder ces quelques images que vous avez pu tourner grâce à votre caméra embarquée. Eh bien, depuis Adrien, pendant que mon petit frichti cuit, je souhaite à tous une très bonne année. Youpi! Et voilà! Bonne année les marins, bonne année les terriens. Voilà, donc la nouvelle année, vous l'avez déjà passée. Quand on est seul au bout du monde comme ça, le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est le plus beau de sa vie ou c'est un gros coup de cafard? Oh non, c'est pas un gros coup de cafard, c'est pas non plus le plus beau. Le plus beau, ça va être mon arrivée. Mais non, mais c'est sympathique quand même parce que je cesse de m'éloigner de la ligne de départ pour revenir vers la ligne d'arrivée puisque j'arrive à l'antéméridien, le moment du changement de date. Ah, c'est ça qui vous donne le moral. Mais dans ces circonstances-là, à cette date-là, on n'a pas envie tout de même d'être avec ses proches, sa famille, ses amis? C'est sûr que c'est les moments où on pense le plus aux autres, parce que c'est vrai que je suis un petit peu tout seul perdu au milieu de nulle part, mais bon, c'est moi qui ai décidé de faire ça, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même si je suis là, et non, je suis pas malheureux du tout. Je pense qu'on peut être beaucoup plus malheureux sur Terre en solitaire que moi ici où j'ai des milliers de gens qui me suivent et qui suivent mon aventure. Ouais, c'est sans doute très vrai. Alors le menu, on l'a vu, il y avait du frichti, c'est ça, avec du champagne? Eh bien, le menu d'Adrien, il n'y a pas d'étoile au Michelin, mais il sera moins bien que celui qu'on vient d'entendre. Mais il y aura un petit champagne, j'ai des quarts de bouteille de champagne à l'apéritif, et puis derrière, je vais me faire des coquilles Saint-Jacques et un salmi de patade. Tout ça, c'est en boîte, évidemment. Et puis, je vais conclure avec mon dernier pamplemousse, qui est encore un des trucs frais que j'ai à bord. Et puis évidemment, je vais m'ouvrir une bonne petite bouteille.
Eh ben, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et c'est tout de même un menu assez alléchant. Vous vous êtes bien débrouillé. Merci Jean-Luc Van den Ede et bon courage pour la suite de votre tentative de record. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci et bonne année à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Les derniers préparatifs pour les participants au Dakar. Ils s'élanceront demain de Clermont-Ferrand. Un Dakar qui se féminise avec la participation cette année de 26 concurrentes. Elles étaient 8 seulement l'année dernière. On passe de la mer à la montagne, à l'Alpe d'Huez. Si vous ne savez pas skier, n'ayez pas honte. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds à la montagne peuvent prendre des cours de ski. Première chute, première descente. Amaury Guibert, Chloé Lecomte. Les tout petits sur les pistes, mais pas les seuls à apprendre le ski. Juste à côté, première classe de neige, version adulte. Pas se balancer d'un pied sur l'autre, comme ceci, comme les canards. Des exercices très progressifs pour cette toute première leçon. Certains ne sont jamais venus à la montagne en hiver, tous n'ont jamais fait de ski. Quelques bases avant de se lancer, puis viennent les premières glisses un peu contractées, et puis les premières chutes. C'est tout bon. Et voilà, bravo. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai voulu m'arrêter, j'ai bien pris le virage, mais je l'ai pris un peu trop court et je suis rentrée dans quelqu'un, donc je me suis un peu étalée. Et pour rassurer tout le monde, les 45 ans de métier de Pierrot ne sont pas de trop, avec toujours la même passion d'enseigner. Oui, cette dame-là, si on n'encourage pas, c'est une dame qui va se décourager. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je reste derrière avec elle. Hein. Allez-y doucement, encore. Voilà. Bah, déjà le fait de tenir sur ses skis déjà très bien. Puis l'équilibre aussi, ce qui est important pour la glisse. Pour l'instant ça va. On commence à avoir les bases. Il y a encore pas mal de boulot mais bon, on va essayer d'y arriver. Il faudra une semaine de cours au moins avant de se lancer sur les pistes. Un apprentissage qui est plus rapide qu'auparavant grâce notamment au nouveau modèle de ski. Une idée pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce soir, le cinéma, pourquoi pas, avec la sortie de Master and Commander, un film de corsaire à grand spectacle. Marie-Jo jouant Daniel Lévy. Avril 1805, au large des côtes du Brésil. Que pouvons-nous faire, monsieur? Il nous tient par le colbac. Faites courir à pleine vitesse. Jacques Aubrey, dit Jacques Lachance, capitaine de la marine royale britannique, traque un vaisseau corsaire français qui ne cesse de lui échapper. À bord, 28 canons, 200 hommes, certains des enfants. Une quête qui tourne à l'obsession et risque de compromettre la sécurité de l'équipage. Ce fantôme-là, c'est le diable qui le manœuvre. Nous voilà plongés au cœur d'une action issue d'un roman du XXe siècle et mise en scène par un réalisateur avide de sensations fortes et soucieux du moindre détail. Il n'y a pas un bouton sur un uniforme, un fil des voiles du navire qui n'ait fait l'objet de recherches méticuleuses. Quelquefois, lorsqu'il n'y avait pas de réponse, il fallait deviner. Et toujours dans un souci d'authenticité, il a fallu des mois pour construire d'après illustration les maquettes de vaisseaux grandeur nature. Un immense chantier installé dans les mêmes studios néo-zélandais que le Seigneur des Anneaux. Du Brésil aux Galapagos, une épopée maritime, mais plus encore une histoire d'homme. Une histoire d'amitié entre le capitaine Courage, interprété par Russell Crowe, et son compagnon de route, naturaliste et chirurgien Paul Bettany. Combien de temps le capitaine compte-t-il rester sur l'île? Vous le savez? Oh, une semaine peut-être. Une semaine? Ces gens partaient quelquefois pendant 4 ans. Je n'arrive pas à imaginer leur isolement, en dehors du semblant de famille que représentaient leurs compagnons de bord. Pour moi, très peu. Une aventure à vivre, peut-être pas, à regarder sûrement. Le réalisateur du Cercle des Poètes Disparus nous offre là du spectacle à couper le souffle. Et avant de se séparer, un petit cadeau. Voici comment, aux actualités, on présentait ses vœux il y a exactement 50 ans. Et à l'époque, vous allez le voir, les journalistes étaient plus facétieux. Pour l'année 1954, nous vous souhaitons bonheur, santé, prospérité et... à vos souhaits. Donc, on vous souhaite tout. Et d'abord, une bonne santé. Mais pas ça.
À vous qui cherchez l'abri de vos rêves, un bel appartement. Mais pas ça. À vous les sédentaires, un long voyage. Mais pas trop. À vous toutes, mesdames, en dépit de vos goûts simples, on vous souhaite un mari généreux. Mais pas trop. Amateurs des joies familiales, on vous souhaite un bel enfant. Mais pas trop. À vous, monsieur, on vous souhaite une femme aimable. Mais pas trop. Et naturellement, on vous souhaite de la chance. Mais pas trop. Enfin, à tous, on vous souhaite un percepteur compréhensif. Même trop. Voilà, fin de ce journal, ce dernier journal de l'année. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Patrice Drevet, excellente fête de fin d'année. Vous avez rendez-vous à 21h05 avec les vainqueurs de l'année emmenés par Jean-Luc Delarue et Sandrine Quétier. Une grande soirée dès 6h30 télématin. Et on se quitte avec un autre passage à 2004. Ces images de la Station Spatiale Internationale où là aussi on a trinqué pour le nouvel an. On a beaucoup trinqué entre le russe et l'américain, car en tournant autour de la Terre, la station est passée 16 fois en 2004. À demain.